Quand iLead a été créé et imaginé il y a 25 ans, sur la base donc de la théorie de l'entreprise apprenante de Peter Senge. Peter Senge était quelqu'un d'extrêmement simple, et il l'est toujours d'ailleurs, extrêmement simple et inspirant. Et il était très innovant, très innovateur, il était très en avance. C'est-à-dire tout le monde pouvait capter l'idée de l'entreprise apprenante, mais de là à le mettre en pratique, il y avait un monde. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est passé dans la réalité. On voit bien que les entreprises sont de plus en plus déstructurées. On voit bien que les pratiques au travail changent. On voit bien que des gens qui sont parfois concurrents s'allient sur des marchés. Enfin, il y a toute cette flexibilité qui se met en place. Et donc, si iLead était précurseur il y a 20-25 ans, aujourd'hui, je pense qu'on est bien dans l'ère du temps, dans la mesure où on répond vraiment aux attentes des responsables dans les entreprises d'aujourd'hui. On est dans un monde extrêmement complexe, qui voit l'émergence de beaucoup d'opportunités, mais aussi de beaucoup de risques, de beaucoup de violence, de beaucoup d'incompréhension. Il y a une vraie perte de repères, c'est-à-dire qu'on est plongé dans un monde d'incertitude. Les gens travaillent sans y trouver de sens et donc se sentent de plus en plus sous pression jusqu'à s'oublier eux-mêmes et se rendre malades, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la limite du fonctionnement de leur propre écosystème. D'où effectivement le risque de tomber dans, par exemple, le burn-out, juste pour en citer un. Et la seule réponse qu'on puisse donner à ça, c'est de trouver des repères intérieurs. C'est-à-dire que dans ce chaos ambiant, moi je sais ce qu'il faut faire. Et en fait, c'est ça que fait iLead. C'est-à-dire, par sa simplicité, iLead vous donne les moyens d'appuyer sur l'une ou l'autre des pédales, selon ce que vous choisissez. Et ça fait appel à un autre principe aussi chez iLead qui est super important, qui est évidemment le libre arbitre. C'est à chacun de décider ce qu'il a envie de faire, c'est clair. C'est tout l'enjeu de la transformation des entreprises. Donc, si on veut entraîner une équipe dans cette transformation, il faut être prêt à se transformer soi-même. Et généralement, moi, ce que je vois, c'est que les gens s'arrêtent là. C'est-à-dire, ils s'arrêtent là. C'est-à-dire, oui, il faut qu'on réussisse une transformation digitale. Donc, il faut que l'entreprise change. Mais moi, non. Moi, je change pas. Si le patron de l'entreprise ne se transforme pas, l'entreprise ne change pas. C'est simple, c'est très difficile à faire. Et tout l'enjeu d'iLead, c'est d'accepter cette hypothèse, c'est qu'une personne peut faire bouger 10 000 autres personnes. Il y a des équipes performantes et puis des équipes, on va dire, excellentes, quoi. Donc iLead permet de faire ça. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais iLead permet de le faire, ouais. J'ai commencé mon travail de coach en étant coach d'équipe, en fait. Et dans mon travail de coach d'équipe, je me suis très très vite aperçu qu'il y avait des équipes qui marchaient super bien, d'autres qui marchaient pas bien, et que c'était en grande partie lié au comportement, au leadership du patron de l'équipe. Voilà. Et j'ai creusé cette question. Et donc... comme source, en fait, je me suis intéressé à Carl Jung, qui en fait, est le papa de tous les outils psychométriques aujourd'hui. Carl Jung, c'est lui qui avait posé le concept de notre perception qui utilise 4 canaux, donc la pensée, l'intuition, le sentiment et les sensations. Donc je me suis basé là-dessus. À partir de là, c'est un travail d'observation. Donc il y a eu un travail d'observation des équipes avec lesquelles je travaille. Je me suis très très vite aperçu que les gens performaient bien ou se prenaient les pieds dans le tapis toujours de la même façon. Et je me suis intéressé aussi donc aux schémas cognitifs, qui sont des schémas récurrents qu'on utilise tous, on a tous des habitudes. Notre démarche, la façon de regarder les gens, donc le contact visuel, la façon de parler fort ou pas fort, la façon de couper la parole ou non. Et au bout de quelques années de travail de coach,
je me suis aperçu que j'avais observé pas mal de situations et que l'intuition m'est venue que ça serait intéressant d'avoir un outil qui permet de décrire ces situations. Et les outils n'existaient pas. Il y a d'autres outils qui sont utilisés en psychométrie, mais qui ne décrivent pas ce qu'on décrit chez iLead. Une des différences principales qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes, y compris iLead, qui décrivent bien ce qui nous motive, ce qui nous pousse vers l'avant, notre élan vital, tout ce qui est lié au désir, etc. Par contre, chez iLead, on a considéré que c'était pas suffisant et qu'il fallait aussi introduire des freins. Parce que les freins, on les voit tous les jours quand on observe les gens. Ce qu'on appelle des freins, c'est tout ce qui peut se mettre en travers d'une interaction avec quelqu'un. Donc l'indifférence, le jugement, pour en citer deux. Ce qui m'a beaucoup inspiré, en fait, c'est l'observation de la nature. C'est-à-dire dans la nature, quand on a une force dans un sens, il y a forcément une force dans l'autre, toujours. C'est un peu aussi le yin et le yang, voilà. Et donc, pour chacune des forces qui nous poussent vers l'avant, j'ai proposé un frein qui est en fait l'inverse de ce moteur, en fait. Voilà. Les moteurs, a priori, c'est vraiment notre énergie vitale, donc c'est vraiment notre énergie tout court. C'est comme ça qu'on s'exprime, sur la base de généralement deux moteurs. On a une colonne vertébrale qui nous structure généralement sur deux moteurs. Mais il ne faut pas oublier que les moteurs, si on les pousse à l'excès, c'est-à-dire si on les utilise sans tempérance, ils deviennent nuisibles. C'est-à-dire, l'exemple du moteur de certitude qui aime bien suranalyser, il arrive à un moment où ce désir de perfectionnisme n'a plus aucun sens. Et si ce moteur s'accompagne d'un frein de jugement, à un moment donné, j'ai ma petite voix de jugement qui va s'allumer et qui va me dire bon, tu peux arrêter d'analyser maintenant, t'en sais assez par rapport à ton projet, c'est pas la peine de continuer. Et c'est en fait la bonne compréhension des moteurs, la bonne compréhension de son ou de ses freins et des interactions entre eux qui fait qu'on arrive à la performance qu'on cherche en fait. Voilà. Si on nie les freins, parce que les freins, non, moi je suis pas concerné, j'ai pas de frein, on va dans le mur. Au départ, donc, il y a les 4 moteurs et les 4 freins, on va dire, qui sont un peu comme des briques de base de l'ADN. Et à partir de ces briques de base, on a chacun une combinaison particulière. Et cette combinaison, j'ai appelé ça signature parce que une fois qu'on a cette signature, c'est comme de la même façon que moi je vais toujours signer de la main droite. C'est toujours cette signature, c'est-à-dire ces comportements de moteur et de frein qui vont spontanément arriver. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer, c'est-à-dire moi je pourrais apprendre à signer de la main gauche. Ça va me demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, et pour un résultat qui n'est pas très intéressant. Et la signature, c'est pareil. On a je dirais, une certaine facilité à utiliser des comportements, des perceptions, des émotions, et tout ça, c'est encapsulé dans la signature. Et c'est là que je me suis associé avec des personnes qui étaient des spécialistes de ce genre de choses, qui avaient déjà créé des algorithmes sur l'observation des comportements humains en situation de stress. Et je leur ai demandé, est-ce qu'on peut faire, sur la base de mes observations, un système expert pour décrire le fonctionnement des équipes. Donc la réponse a été oui, tout de suite. Et puis là, on s'est mis au travail. Donc c'est une invention. C'est effectivement quelque chose que nous avons créé de toutes pièces. Et je me souviens très très bien, la première fois qu'on a fait tourner l'algorithme, c'était en 97. Voilà. Donc, tu t'en souviens précisément ? Ah, carrément, puisque c'est moi qui ai répondu au premier questionnaire. Et je regarde mon profil de moteur, je dis ouais, ça c'est bien, je me reconnais bien, c'est bien moi. Et puis deuxième page, les fameux freins. Et là, je regarde et j'étais atterré. Je dis non mais attends, ça c'est absolument pas moi. Toutes ces heures de travail pour rien, ça marche pas, c'est nul. Et en fait, ce qui m'a fait réagir comme ça, c'est que je me retrouvais avec un énorme frein de jugement.
Et je me considérais comme la personne la plus ouverte du monde, quoi. Moi, je suis pas dans le jugement. Et ça m'a pris 30 secondes pour comprendre que ma réaction, c'était bien une réaction de jugement. Et donc, ça m'a vraiment... c'est là que ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, ouais, effectivement, je comprends comment je peux être spontanément dans le jugement et comment ça peut porter préjudice à la qualité des interactions que j'ai avec les gens. Voilà, ça, c'était ma première expérience d'Aïlid, la toute première. C'était émouvant? C'était un peu angoissant au départ, et ensuite, waouh, c'était génial. Génial, parce que ça avait vraiment mis le doigt sur quelque chose que je soupçonnais pas, mais vraiment. Aïlid ne donne pas du tout un profil basé sur les typologies. En fait, ça ne nous intéresse pas du tout on pourrait dire de mettre des gens dans des cases en disant « toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça ». En fait, nous, ce qui nous intéresse, parce que c'est ça qui est important, c'est l'interaction. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est l'échange avec quelqu'un. Et la particularité de cet algorithme, c'est qu'il est basé sur un champ des mathématiques qui est particulier, qui est la logique floue, qui a la particularité de pouvoir donner une bonne image de la façon dont nous fonctionnons, nous, êtres humains, avec notre cerveau et notre perception. C'est-à-dire la logique floue permet, par exemple, de traiter les situations qui sont des situations un peu ambiguës. C'est-à-dire, par exemple, imagine que tu es entre deux pièces, tu es en train de passer de la cuisine à la salle à manger. On ne peut pas dire que tu es dans la cuisine, on ne peut pas dire que tu es non plus dans la salle à manger, tu es dans les deux sans être nulle part en fait. Et l'intérêt de la logique floue, c'est que ça permet de prendre ces situations-là en compte. Ce qui correspondrait bien au fonctionnement de la nature humaine, avec aussi un côté un peu imprévisible. On peut être en même temps, avoir en même temps des émotions qui sont partagées, c'est-à-dire aimer une situation et en même temps avoir dans cette situation des choses qui nous dérangent. Voilà, donc l'algorithme d'Aïlid est construit sur ce modèle-là. Pour définir les moteurs, pour nommer les moteurs et nommer les freins, on a choisi des mots qui sont assez simples, comme besoin de reconnaissance, par exemple, qui est vraiment, voilà, on peut difficilement faire plus simple, et généralement ça parle aux gens. Et puis on a choisi pour les freins des mots qui sont très simples, comme deux exemples, l'impuissance ou l'indifférence. C'est des mots qui choquent en fait, qui heurtent. C'est un peu, il y avait aussi dans cette recherche de simplicité une envie de secouer un peu le cocotier, c'est-à-dire voilà, quand on se retrouve avec un frein qui est fort, par exemple, qui est un frein de jugement ou un frein d'impuissance, ça nous renvoie à quelque chose de lourd. Et donc, ça doit déclencher normalement soit un déni total, du style « c'est pas moi », soit une vraie curiosité et une possibilité justement de mettre son énergie pour comprendre ce que ça cache ou ce que ça couvre. J'ai un exemple pour illustrer l'impuissance. Moi, je me souviens d'une situation de coaching où la personne se retrouvait avec son frein numéro 1, qui était le frein d'impuissance. Et cette personne me disait « Non, mais ça, c'est pas moi. C'est pas moi du tout. Ben regarde, t'as qu'à regarder. Voilà, je suis responsable dans une entreprise. Ça fait des années que je suis une excellente professionnelle. J'ai créé beaucoup de choses. Je bosse nuit et jour pour y arriver. Ça produit des résultats. Je ne refuse jamais l'obstacle. Donc non, ton système marche pas. » Et puis, ça a pris un peu de temps quand même. Hein. Par contre, ça a déclenché quand même ça a semé une petite graine dans l'esprit de la personne qui, à chaque fois qu'on se voyait, revenait sur « non, mais l'impuissance, non ». Et puis, un jour, on va dire 2 mois après, cette personne est revenue, une situation de coaching, en disant « oui, l'impuissance, oui, t'avais raison, je sais ce que c'est ». En fait, c'était quelque chose que je pensais avoir oublié, qui était bien enfoui et inconsciente, mais je me suis toujours senti comme ça, comme adolescente, etc. Et en fait, je me rends compte que tout ce que je fais là, c'est juste de la compensation, mais le vrai truc, c'est ça. Et maintenant que je le sais, ça me réjouit parce que je sais que je peux le transformer une fois pour toutes.
Il y a quelque chose qui est important pour le leader en question, c'est d'être honnête avec lui-même ou avec elle-même. Et en fait, j'ai l'impression que Ailid a la finesse de pousser vers l'honnêteté. Et je m'explique. Il y a beaucoup donc de profils psychométriques qui donnent des idées sur ce qui nous motive, ce qu'on appelle nous les moteurs. Et par rapport à ça, c'est très facile de se raconter des histoires. C'est-à-dire, ah ben moi je suis super créatif et puis en même temps je suis très très analytique et je sais faire avancer les projets parce que je mets beaucoup d'énergie, etc. Ok. Et puis après on tourne la page, il y a les freins. Et les freins, c'est le jugement, l'impuissance, l'indifférence. Et quand on voit son profil de frein, ben en fait on peut plus se raconter d'histoire. C'est-à-dire, en gros, tout ce que tu m'as raconté sur les moteurs, là, est-ce que c'est vraiment juste? Parce que ça apparaît dans les freins. Donc je pense que la finesse, elle est là. Elle est d'aider chacun à être plus précis dans la connaissance qu'il a de ce qui va bien chez lui et ce qu'il faudrait peut-être faire évoluer, améliorer, changer, oublier. Voilà. Et ça, c'est effectivement la simplicité des mots choisis qui permet de motiver les gens à creuser. Soit je rajoute de la complexité à un environnement qui est déjà complexe, soit je rajoute de la simplicité. Et l'hypothèse qu'on prend, c'est que rajouter de la simplicité, ça donne de la valeur. Les gens sortent de là en étant plus intelligents parce qu'ils ont utilisé un langage qui est simple et qui leur permet de trouver des solutions. Et simple, ça ne veut pas dire que c'est facile, il y a un vrai niveau d'exigence, et ça ne veut pas dire non plus que c'est simpliste. Plutôt que développement personnel, moi j'aime bien l'idée de transformation. C'est-à-dire que la vie nous met dans des situations où, pour faire face à ces situations, on a besoin de grandir. Si j'ai envie de transformer un certain nombre de choses chez moi, Ailid donne vraiment des outils. Ailid, en fait, une façon de regarder Ailid, c'est presque c'est un langage, en fait. Et on a besoin du langage des moteurs et des freins et des réactions sous pression pour pouvoir le penser. Et si on utilise Ailid comme un langage, ça permet d'articuler sa pensée différemment et de se dire, confronté à cette situation, c'est pas la fin du monde, c'est juste que là, je suis dans une situation qui me met sous tension et pour être au mieux de ma performance, la meilleure chose que je puisse faire, c'est de faire une pause, de poser une question, de boire un verre d'eau, enfin voilà. D'utiliser ce langage pour se transformer en fait. Pour quelqu'un qui est vraiment drivé par son moteur de contrôle, qui prend vraiment du plaisir à tout contrôler, donc un peu comme s'il était en permanence devant son tableau de bord et qui surveillait tous les compteurs et qui pouvait faire bouger les boutons. Pour cette personne-là, ça serait sans rien réduire à ce talent qui est de piloter les choses, l'aider à prendre conscience qu'en lâchant prise sur ce curseur-là, ben finalement, il réduit sa propre anxiété. Au lieu d'avoir à surveiller 150 manettes, il en reste 3. C'est quand même... Ça nuit pas à mon efficacité. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et pourquoi c'est si difficile alors que ça semble si simple? Ben parce que ça fait peur. Ça fait peur, c'est-à-dire que la manette numéro 75, si je la contrôle pas, le ciel va me tomber sur la tête. Et en fait, il ne me tombera pas sur la tête. C'est aussi simple que ça. C'est en ça que Ailid est aussi une transformation. C'est une vraie transformation. C'est-à-dire il faut lâcher généralement des trucs auxquels on tient. Et c'est là aussi qu'on tombe sur nos peurs. C'est-à-dire, pourquoi on ne lâche pas l'idée de pouvoir? C'est parce que maman ou papa m'a toujours dit qu'il fallait faire comme ça et j'ai pas envie de lâcher ces belles choses que j'ai apprises. Voilà. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut lâcher. Chacun d'entre nous, c'est quelquefois un peu surprenant, mais on a une seule façon d'arriver au succès. En gros, après, il peut y avoir des produits dérivés. Mais en gros, c'est toujours les mêmes recettes qui m'amènent au succès. Et donc, ça fait partie aussi de l'apprentissage à Ailid, c'est de comprendre ce qu'on appelle sa boucle de succès.
Et évidemment, on a aussi une boucle d'échecs, c'est-à-dire on a aussi une façon de se planter qui nous appartient, qui est toujours la même, et on tombe toujours sur le même écueil. Et ça fait partie aussi de l'apprentissage à élite, c'est-à-dire une fois qu'on a compris ses moteurs et ses freins, d'identifier la façon que j'utilise pour me planter quand je baisse un peu mon niveau de vigilance. C'est toujours au même endroit que ça plante. C'est-à-dire d'être trop directif ou de ne pas écouter les autres. Voilà. Avec l'information à lead, je suis assis au volant de ma voiture, j'ai les pieds sur l'accélérateur et le frein, je tiens le volant, et à partir de là, c'est moi qui conduis. C'est-à-dire, je peux décider de la vitesse à laquelle je vais, je peux décider ou non de freiner dans un virage, mais ça, encore une fois, c'est ma responsabilité. Je peux décider de ralentir en cas de brouillard, et je peux décider de tenir compte, éventuellement, si je suis pas seul dans la voiture, de tenir compte des ressentis des passagers pour que les passagers soient confortables. Donc, il y a un peu tout ça dans iLead, et il y a vraiment un apprentissage qui se fait. C'est-à-dire, pour apprendre à conduire une voiture, il faut aussi ancrer les choses dans le corps. Voilà, et on le sait tous. Ça demande un tout petit peu de temps pour que les choses passent du mental à l'ensemble du corps. Et comme ça serait trop complexe à mentaliser, la seule façon de le faire, c'est de jouer avec son intuition. C'est-à-dire, à ce moment-là, on ne se pose plus de questions, on le fait, c'est tout, quoi. Voilà. Pour moi, l'apprentissage des démarches iLead, c'est un apprentissage qui se fait avec l'ensemble du système. C'est pour ça que c'est exigeant, c'est-à-dire il faut apprendre à changer ses schémas cognitifs. Je vais donner un exemple très simple. Quelqu'un qui n'a jamais joué au tennis, il regarde un match de tennis à la télé, et on lui explique les règles, et on dit comment il faut faire. Donc tu prends une raquette, une balle, tu envoies la balle de l'autre côté, dans le cadre, sans toucher le filet. C'est super simple. Mais par contre, maintenant, vas-y, tu vas sur le court et tu vois ce que ça fait. Et donc, c'est ce genre d'apprentissage-là. Ça paraît simple, mais c'est difficile. Et je pense qu'il y a une vraie confusion entre les choses simples et les choses faciles. On a tendance à penser que les choses simples sont faciles. Or, on est là dans le domaine des choses simples et qui sont difficiles. Donc, envoyer la balle de l'autre côté du filet, c'est difficile. Arrêter de couper la parole, c'est simple, mais c'est difficile. Voilà. En fait, il y a beaucoup de choses dans la vie de l'entreprise, donc la vie quotidienne de l'entreprise, qui va déclencher pour nous du stress. Par exemple, avoir à prendre une décision sans avoir toute l'information pour la prendre, avoir une liste de choses à faire qui n'en finit pas, et donc on se lève chaque matin avec encore 100 trucs à faire sur son agenda. Tout ça, ça va déclencher des réactions donc de défense et donc de peur. La peur va faire qu'on va vouloir surjouer en fait son moteur. Et à ce moment-là, ça marche plus. Ça marche plus parce qu'on n'est plus au mieux de soi-même. Ça va déclencher un de nos vieux cerveaux, c'est-à-dire le cerveau reptilien qui va envoyer des hormones qui vont pas bien dans notre organisme et déclencher des mécanismes de fuite ou de combat, et on va utiliser des mots ou des attitudes qu'on va regretter par la suite, parce que c'est pas vraiment nous-mêmes, en fait. Et ce qui se passe, c'est, sur l'exemple du tennis, la personne va envoyer 10 balles dans le filet et va être confrontée à sa croyance d'échec. C'est-à-dire, je vaux rien, j'y arrive pas, va s'énerver, se mettre sous tension, et plus il va se mettre sous tension et sous pression, moins il va y arriver. Et on a ce mécanisme de mise sous pression, on voit qu'il est déclenché en fait par le manque de performance. Dans la vie de tous les jours, quand on est dans l'entreprise et qu'on essaye de faire fonctionner les choses et qu'on est confronté plusieurs fois de suite à la balle qui va, c'est pas qu'elle passe, elle passe de l'autre côté, mais elle passe mal, elle passe de... Je mets trop d'efforts, et puis il y a l'autre joueur en face qui est pas complètement content parce qu'au lieu de lui arriver dans sa raquette, lui, il faut qu'il fasse 3 pas, etc., etc. Et à ce moment-là,
sans qu'on s'en rende compte, notre système génère de la pression. On perd toute sa capacité d'écoute. Et ce qui est très insidieux, c'est qu'on entend très bien. Mais on n'écoute pas dans la mesure où l'écoute, c'est vraiment essayer d'utiliser l'information pour créer une solution. Et on est incapable d'être dans la solution, on est dans la fuite ou le combat. Et la deuxième chose qui se passe, et ça c'est assez dramatique, c'est que notre coefficient d'intelligence, le QI, descend dans les chaussettes. Et on ne s'en rend pas compte non plus. Et évidemment, par un jeu de vase communicant, si moi je descends dans ces réactions sous pression, mon interlocuteur y va aussi. Donc on se retrouve dans des situations assez inextricables, qui ne produisent pas de vraies solutions aux problèmes qu'on est censé aborder. Voilà. L'arrivée des réactions de fuite ou de combat, voilà, ou des réactions générées par la peur, en fait, elles n'arrivent pas sans être annoncées. C'est-à-dire, si on se connaît vraiment, on entend notre petite voix qui nous dit bon ben là, il faut que tu lui rentres dedans parce que ça va plus. Et donc, mais on l'a pas encore fait. Et donc, on peut faire taire cette petite voix parce que en gros, le film, je l'ai déjà vu. Donc, et j'en veux pas. Donc, je vais changer la fin du film et là, je vais faire taire ma petite voix. Donc, effectivement, le iLead, en fait, c'est un système qui est complètement prédictif. C'est-à-dire, on peut prévoir notre comportement et le comportement des autres sans se tromper, quoi. Et donc anticiper. Ouais. Donc à partir du moment, si moi je reprends mon exemple du frein de jugement qui m'avait surpris, on va dire, à partir du moment où j'ai compris que j'ai un schéma cognitif qui est ce frein de jugement, c'est très facile de le réduire parce que j'en suis conscient. Donc je sais ce que c'est, je sais comment ça marche, je sais ce qui va le déclencher. Et donc, avant que ça m'entraîne dans des zones troubles, je vais pouvoir le taire. Voilà. Et donc, Jacques, tu as ton frein de jugement qui se réveille là. Au lieu de porter un jugement, pose une question, peut-être ça ira mieux. Voilà. Chez iLead, on utilise le mot interaction, en fait, pour décrire l'échange qui se passe. Et on préfère le mot interaction au mot créer du lien ou... Créer du lien, c'est juste une des conséquences de l'interaction. Et interaction, je trouve que c'est plus dynamique parce que ça suggère qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire c'est un échange qui produit un résultat. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, quand deux personnes échangent, les deux personnes vont avoir des signatures différentes en général, donc vont avoir des perceptions différentes sur les choses. Certains vont avoir envie d'aller plus vite, d'autres plus lentement et d'analyser, etc. Et l'interaction, c'est le phénomène qui permet de prendre en compte les idées de l'autre, c'est-à-dire d'écouter vraiment, au sens pas seulement entendre, mais au sens ce que tu dis, j'y avais pas pensé, mais je vais essayer d'en faire quelque chose aussi. Dans une équipe, on va dire, je sais pas, l'une des personnes, mettons le responsable de l'équipe, est plutôt animé par un moteur de certitude. Et dans son équipe, il a quelqu'un qui est un collaborateur très brillant, qui a plutôt un fort besoin de reconnaissance. Donc cette personne a besoin, pour grandir dans son poste et continuer à performer, de nourrir son besoin de reconnaissance. Et si son boss, qui est animé par le moteur de certitude, ne comprend pas ça, c'est pas par manque de bienveillance, mais il va simplement... C'est comme si la radio, elle n'était pas accordée sur la même longueur d'onde. Donc son boss ne va jamais pouvoir nourrir son collaborateur avec l'énergie dont il a besoin. Et la fin de l'histoire, elle est prévisible. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas nourri selon ce dont il a besoin, dépérit et meurt, c'est-à-dire quitte l'entreprise ou pète un câble ou machin.
Tout ça, ça peut être évité avec une compréhension assez simple, finalement. Ah oui, je comprends, de ton point de vue, je comprends qu'effectivement, il y a des choses qui te manquent, et je vais te donner des occasions d'être reconnu. Et donc, on va nourrir notre signature. Le fait de nourrir notre signature, ça va nourrir nos moteurs, notre enthousiasme, notre plaisir, notre intelligence, notre capacité à imaginer des nouvelles pistes à suivre. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est très important chez iLead aussi, on revient à l'idée d'échange d'énergie. Et comme on a tous des combinaisons différentes des briques de base, des moteurs et des freins, partir du principe qu'on s'enrichit toujours à échanger avec une personne qui est différente de soi. Je ne vais pas dire qu'on a peur à chaque interaction, mais il y a toujours des interactions qu'on perçoit comme difficiles. Ça peut être soit avec son boss, soit avec ses collaborateurs, soit avec un client. Et en fait, ce que iLead permet de faire, c'est d'abord d'accepter l'idée que l'autre personne, si il ou elle me met sur la sellette, c'est parce que lui-même a peur. Et donc l'idée, c'est de comprendre d'où vient, avoir exercé son empathie en comprenant d'où vient son insécurité ou son anxiété à lui ou à elle, en comprenant mieux ses moteurs et ses freins, et pourquoi pas en mettant la conversation dessus. Et à partir du moment où on met la conversation dessus, c'est-à-dire je suis capable de me mettre à ta place, même si aujourd'hui je n'y suis pas, mais je peux comprendre aujourd'hui ce qui te préoccupe, voilà, ça démolit la peur, mais en un instant. On sort d'un entretien en étant tous les deux plus intelligents et en ayant tous les deux une meilleure compréhension des choses qu'on peut faire. Parce que iLead, c'est très ancré dans le concret. C'est-à-dire, iLead, ça n'a pas beaucoup d'intérêt si on n'en fait rien. C'est-à-dire, si on reste dans les élucubrations mentales, c'est pas iLead. Et donc, iLead aide essentiellement par la prise de conscience. Après, il faut avoir envie de le faire. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas envie de se transformer, tout le monde n'a pas envie de faire ce genre d'effort, mais pour ceux qui ont envie de le faire, ça apporte les pistes à suivre, en fait, les pistes d'action. Il y a quelque chose qui est vraiment important aussi, c'est désapprendre. Parce qu'on parle beaucoup d'apprentissage, mais il faut aussi parler des choses qu'il faut qu'on oublie, quoi. En fait, on n'apprend jamais à désapprendre. C'est pas quelque chose qu'on apprend. Et c'est super essentiel de désapprendre. En fait, je pense qu'on n'y pense jamais. Mais d'un point de vue de sa propre énergie, de son énergie personnelle, si on veut développer, apprendre à utiliser de nouveaux outils comme par exemple les moteurs et les freins dont on a parlé, il faut faire de la place. Et si on ne fait pas de place, ça ne rentre pas, tout simplement, quoi. On va comprendre une idée, on reste dans le mental, on va comprendre intellectuellement une idée qui est attrayante, c'est-à-dire, oui, pourquoi pas développer l'intelligence collective, mais ça se passera jamais. Ça se passera jamais. Et donc, comment faire pour effectivement désapprendre quelque chose qu'on utilise depuis la petite enfance. Et je crois que la première chose qu'il faut comprendre pour désapprendre, c'est démolir une croyance, mais non seulement une croyance dans l'aspect de sa perception, mais aussi dans l'aspect du fonctionnement corporel. Par exemple, quelqu'un dont le frein de jugement fait qu'il ou elle va couper la parole, on voit bien que ça, c'est pas seulement mental, mais ça se traduit aussi dans les comportements. Et je crois qu'il y a juste une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie qui va nous permettre de désapprendre, c'est le plaisir. Donc il faut arrêter de couper la parole et y trouver plus de plaisir que dans la situation où je coupe la parole. C'est peut-être pas aussi difficile que ça, parce que finalement, quelque chose qui est un peu... qui nous nuit, en fait. Inconsciemment, on s'en rend compte. Et finalement,
c'est peut-être pas si difficile que ça de trouver du plaisir dans des comportements ou des pratiques autres, alternatives. L'exemple de la personne qui va suranalyser jusqu'à la perfection, ça va, à un moment donné, l'entraîner dans un coin où finalement il va s'apercevoir lui-même que c'est pas en continuant à suranalyser que ça va l'aider à trouver une solution. Et à partir de ce moment-là, il peut décider de changer son schéma, c'est-à-dire au lieu de continuer sur ces rails mentaux qui sont des rails d'expertise et d'analyse, apprendre à demander de l'aide, tout simplement. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Donc, à partir du moment où j'arrête et je pose la question et je me mets à écouter, tiens, il se passe quelque chose de différent. Et j'y trouve du plaisir parce que finalement, en me répondant, tu m'as sauvé la vie. Parce que moi, j'étais pris dans mon impasse. Tu t'en rends pas compte, mais tu me sauves la vie. Et donc, j'y trouve du plaisir. Et je m'en souviendrai. Généralement, de toute façon, les stratégies tournent autour de s'ouvrir et de faire confiance. Donc, faire appel aux autres, être dans la bienveillance, pas être dans le jugement, être dans l'empathie. Voilà, on pourrait appeler ça l'intelligence du cœur, en fait. C'est surtout ça qui va aider à désapprendre. Mais ça demande au départ de faire un petit saut dans le vide, on va dire. Moi, ce qui me passionne, c'est d'observer des leaders modernes, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment à cœur de faire avancer la co-création, l'intelligence collective, qui sont plutôt dans la bienveillance et l'encouragement des forces plutôt que de taper sur les faiblesses, etc., etc. De là est née la vision de ce qui est devenu iLead aujourd'hui, c'est-à-dire une communauté de 30 personnes, une majorité en France, mais d'autres personnes à l'étranger. Je pense à Montréal, je pense à l'Angleterre, je pense à la Belgique. Et je pense qu'au départ, il y avait la vision d'avoir une communauté qui respecte ces principes d'un leadership moderne, de l'intelligence collective, de trouver du plaisir dans ce qu'on fait et de générer de l'enthousiasme. Donc on est bien dans cette démarche-là, d'avoir des relais qui se sont appropriés les démarches et qui essaiment auprès de leurs clients et qui font avancer, je dirais, cette idée d'inventer un leadership différent. Moi, ce qui me motive, c'est qu'on peut tous grimper d'un échelon en termes de niveau de conscience. Je ne sais pas si ça peut changer le monde, mais en tout cas, on pourrait l'enseigner beaucoup plus tôt qu'au moment où on est adulte et on est déjà bien ancré sur des schémas de dysfonctionnement ou des schémas qui simplement nous maintiennent, permettent de respirer avec une paille, mais sans plus. Et je pense que si on faisait ça, c'est-à-dire si on pouvait trouver un moyen de partager ça avec nos jeunes, je suis sûr qu'effectivement ils s'en porteraient mieux comme adultes, ouais, ça c'est sûr. Et j'ai complètement confiance dans la capacité quasi illimitée de l'être humain à augmenter son niveau de conscience, ouais, ça c'est sûr. Changer le monde, j'en sais rien, mais ouais. Disons que si tout le monde fait un petit pas vers grimper une petite marche de conscience, ça sera mieux, quoi.